19 h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition au sommaire ce soir. Accord d'association Maroc-Royaume-Uni, la décision de la justice britannique annule les actions malveillantes menées par les séparatistes du Polisario. Une nouvelle victoire pour le Royaume et un appui solide à la légitimité des accords commerciaux conclus entre les deux royaumes au profit des populations du Royaume du Nord au Sud. De la mode également au menu de ce journal. Découvrez la toute dernière exposition des œuvres de Fadela El Gadi. La créatrice de génie nous fait plonger dans son univers intime à travers une collection de modèles iconiques à admirer dans quelques instants. Rabat prête ses murs à l'art de rue. Des fresques atypiques meublent les devantures de la capitale à l'heure du festival Jeddah Rabat Street Art, une 8e édition qui consacre l'œuvre de muralistes des 4 coins du monde, de quoi enrichir le paysage pictural de la capitale. Bonsoir, à la une ce dimanche, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a présidé cet après-midi au Centre international Hassan II de formation à l'environnement de Bourknedel la cérémonie de remise des trophées Lalla Hasna du littoral durable au titre de la 4e édition 2022. Qui récompense des initiatives ayant contribué à la protection du littoral et des océans. Au début de la cérémonie, Son Altesse Royale a suivi une prestation de sensibilisation au danger du plastique. C'est présenté par l'acteur et réalisateur Ismail El-Flahi. Par la suite, Son Altesse Royale a suivi une projection sur la campagne Bhar Bla Plastique, ou plage sans plastique dédiée à la protection du littoral. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Hasna, a ensuite suivi une vidéo sur les trophées Lalla Hasna du littoral durable. Un hommage a été également rendu au peintre Mohamed Benani, qui a procédé à la conception du design des trophées. Par la suite, Son Altesse Royale a remis les trophées de cette 4e édition aux vainqueurs. Ces trophées ont récompensé dans leurs 5 catégories 35 initiatives qui, chacune à leur manière, ont permis de contribuer à la protection du littoral et des océans. ونتمنى انخراط شكرا الحضور الكريم على هذا التفاعل الجميل مع المتواجدين وباسم. Autre temps fort de cette cérémonie, une exposition artistique intitulée Une seconde vie, organisée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Des œuvres originales créant une atmosphère unique qui appelle à la réflexion à travers l'engagement des œuvres d'art. Nous y reviendrons pour plus de développement dans nos prochaines éditions. 3 milliards de livres sterling, c'est le montant total des flux bilatéraux entre le Maroc et le Royaume-Uni à fin 2022. Des échanges commerciaux fructifiés depuis l'entrée en vigueur en 2021 de l'accord d'association post-Brexit conclu entre les deux pays. Un accord bénéfique pour les populations et le développement de toutes les régions du Royaume. Sa validité et sa légitimité ont été confirmées par une haute décision de la justice britannique, la Cour d'appel de Londres. Un nouveau revers sur le front judiciaire pour l'entité séparatiste du Polisario. Un rejet
irrévocable. Nous sommes face à un nouveau revers pour les mercenaires du Polisario. La Cour d'appel de Londres récuse une requête d'appel émise par une ONG pro-séparatiste contre une précédente décision de la Cour administrative londonienne. Demande qui tentait de remettre en cause l'accord d'association liant le Maroc au Royaume-Uni. Un troisième revers depuis décembre dernier pour les ennemis de l'intégrité territoriale et pas des moindres. Il faut se réjouir de la décision de la justice britannique qui se distingue par sa totale indépendance. C'est une grande victoire pour le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est aussi et surtout une nouvelle preuve irréfutable de la justesse de la première cause nationale. اللهم لك الحمد ومسيرتنا التنمويه اللي يقودها جلاله الملك ماشيه قابضه مسارها. يمكن القول بانه هذا القرار حقيقه الذي هو صادر. Cette décision annule toutes les actions juridiques menées contre le Maroc par les séparatistes du Polisario et ceux qui soutiennent leurs manœuvres. Une nouvelle consécration de la justesse de notre première cause nationale. Le Royaume-Uni se rallie ainsi aux États-Unis et à une longue liste de pays africains et arabes qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Un accord dont profitera le développement des provinces du Sud, voilà la quintessence de la juridiction britannique. Une garantie de pérennité et de prospérité pour les entreprises marocaines et britanniques qui entretiennent des relations économiques et commerciales. Le Maroc jouit de toute la légitimité sur ses provinces du Sud. En témoigne la dynamique de développement socio-économique de ces provinces et du capital humain. C'est justement cette dynamique qui attire de plus en plus d'investisseurs. Signé en 2019 et entré en vigueur en 2021, l'accord de l'association entre le Maroc et le Royaume-Uni a permis aux échanges commerciaux entre les deux pays de connaître une hausse considérable. 3 milliards de livres sterling au troisième trimestre de l'année dernière. Et avec ces décisions, les perspectives d'avenir s'annoncent encore plus prometteuses. Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue, bonsoir. Bonsoir. Alors, il s'agit donc d'une nouvelle victoire politique et juridique pour le Maroc, puisqu'elle consacre la légitimité du Maroc sur ses provinces du Sud et son droit à exploiter ses ressources naturelles. L'entité fantoche n'a de ce fait aucun droit d'introduire de telles requêtes, car elle ne représente aucunement les populations du Sahara marocain. La justice britannique donne ainsi une leçon de droit international aux milices du Polisario. C'est d'abord la justice britannique, vous l'avez dit, et s'il y a une justice qui a de la crédibilité, et qui a un capital historique, c'est bien la justice britannique. C'est le Royaume-Uni et l'Angleterre, c'est la mère du Parlement dans le monde depuis 4 siècles et demi. Faut le dire. C'est le berceau de la démocratie, c'est également le berceau de la démocratie, de l'état de droit. Donc, premier volet, c'est la crédibilité de l'institution, c'est la Cour d'appel administrative de Londres. Deuxième élément à relever, ça n'est pas le mouvement séparatiste qui a introduit cette procédure. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune capacité juridique pour rester en justice. Il n'a pas de la personnalité morale et n'a pas de titre et n'a pas d'intérêt pour agir. Si bien que c'est une ONG que nous connaissons d'ailleurs, connue pour son hostilité depuis toujours, qui a sous-traité ce dossier, qui a fait donc un pourvoi au niveau de la Cour d'appel à propos de la première décision qui avait été rendue donc en septembre 2021. Donc nous en sommes là. C'est extrêmement important et ça tombe également avec un agenda onusien, lequel, cette semaine, a lieu le débat et une délibération sur la question nationale au niveau de la commission des 24. Vous avez vu d'ailleurs la réponse et le plaidoyer de notre ambassadeur Omar Hillel devant cette instance. Donc c'est extrêmement important et ça doit être dit. Il y a une difficulté qui va se présenter maintenant pour l'Union européenne. Pourquoi ? C'est à l'Union européenne à prendre ses responsabilités. Nous avons avec l'Union européenne un certain nombre d'accords, dont l'accord de pêche qui arrive à la mi-juillet 2023. Il avait été conclu donc pour 4 ans. Si bien que, qu'est-ce qu'on fait ?
si on s'en tient auprès de la lettre, l'Union européenne devra prendre des dispositions donc pour enjamber le fait qu'il y a ce problème-là qui est posé, mais ça ne nous concerne pas, c'est un problème de l'Union européenne. Et donc c'est extrêmement important. Ça concerne également l'échange et les relations entre Rabat et Londres, qui sont des relations en plein développement, avec près de 3 milliards de livres de sterling d'échange. Et il y a un accord d'association qui avait été signé en octobre 2019 et entré en vigueur 1er janvier 2021. Donc autant d'éléments qui confortent, comme vous l'avez dit, si besoin était, le bien fondé judiciaire et diplomatique de la question nationale et qui met à nu les manœuvres des groupuscules et ONG que nous connaissons. Alors, cette semaine a été aussi marquée par la commémoration de la Journée mondiale de l'Afrique. C'était ce jeudi 25 mai. Dans un contexte mondial bouleversé par la crise, le continent continue sur sa marche vers un développement socio-économique juste et équitable. Une priorité soutenue depuis toujours par le Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui fait de l'intégration de l'Afrique et de la coopération sud-sud la pierre angulaire de sa politique étrangère. À quel point le leadership royal joue un rôle pionnier dans la promotion de la coopération régionale et l'avancement de l'intégration de l'Afrique? Le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. Pourquoi le 25 mai? Parce que c'est les 60 ans de la signature du traité de, à l'époque, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963, à Addis Abeba, le Maroc ayant été un membre fondateur de l'OUA, comme il avait été d'ailleurs l'un des membres fondateurs du groupe de Casablanca sous le règne de Sa Majesté Mohamed V. Donc nous sommes partie prenante. Le Maroc, c'est l'Afrique. L'Afrique, il n'y a pas de nuance à introduire et la vocation du Maroc et l'histoire sont là pour en témoigner à travers les siècles. Les courants religieux, les courants commerciaux, etc. Tout ça est connu, je n'y reviens pas. Ce qui est important, c'est qu'avec le nouveau règne et Sa Majesté Mohamed VI, il y a une vision qui s'est développée, pour une appréhension de nos rapports avec l'Afrique, mais en même temps pour prendre en charge les problèmes de l'Afrique. C'est attesté par quoi? Attesté par des projets structurants, le gazoduc Maroc-Nigeria. C'est également établi par l'offre marocaine d'engrais azotés dans des conditions particulières, adaptées aux conditions de culture, etc., auprès des agriculteurs. Et puis c'est également le primat d'un concept, la coopération sud-sud. Il y a là une vision importante qui se décline et c'est pour ça que le Maroc, sur ce plan-là, est porteur de valeurs, porteur d'un référentiel. Au-delà du constat et des défis, le Maroc plaide pour une Afrique tournée vers l'avenir. Sur la base de quoi? Sur la base d'un certain nombre de principes, la paix, la stabilité et le développement durable. Le Maroc est aussi un exemple distingué de la coopération nord-sud. Preuve en est la profondeur de ses relations bilatérales avec ses amis européens de longue date, à l'instar de l'Espagne. La péninsule a d'ailleurs abrité cette semaine une rencontre d'affaires de haut niveau sous le thème « Investir au Maroc pour une prospérité commune ». Quelle perspective d'avenir se trace pour ce partenariat? C'est un roadshow intéressant qui s'est tenu donc à Madrid avec 150 opérateurs marocains, espagnols et les agences publiques marocaines et espagnoles intéressées par l'investissement et donc les problèmes posés. Nous avons des relations privilégiées avec l'Espagne qui sont normalisées, qui sont améliorées suite à la visite du président Pedro Sanchez en avril 2022 et l'audience que lui a accordée le souverain. Les échanges sont importants, c'est des échanges qui tournent pour l'année dernière autour de 20 milliards d'euros, c'est extrêmement important. Le Maroc est le premier partenaire africain de l'Espagne et le 5e hors Afrique. Donc c'est extrêmement important. Alors, ce qui pose problème et qui mérite une mobilisation peut-être, c'est la modestie des investissements directs espagnols au Maroc, qui n'a été que 200 millions d'euros pour 2022. Donc il s'agit là, à travers ce roadshow, ce forum, de nouer de nouveaux rapports de co-investissement.
de co-investissement. Pourquoi? Parce que l'opération a été une réussite, parce qu'elle a mis en relief auprès des opérateurs, des décideurs économiques espagnols, le fait que le Maroc offrait de larges opportunités d'investissement sur le marché local, mais également comme porte d'entrée vers le continent. Et je crois que c'est important. Il y a à noter aussi l'importance de l'implantation espagnole ici. Il y a 800 entreprises espagnoles. Et donc, c'est quelque chose qui témoigne d'une volonté de notre politique d'aller là où il faut, porter la bonne parole, expliquer les atouts, les potentialités du Maroc. Ça a été fait pour l'Espagne. Il est prévu d'autres agendas dans d'autres pays. Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue, merci pour tous ces éclairages. Merci à Restons vous. En Espagne, la péninsule vote aujourd'hui pour renouveler ses conseils municipaux et les assemblées de 12 régions autonomes. Un scrutin qui fait office de test national pour le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez à 6 mois des législatives. Des élections qui concernent la totalité des 8131 municipalités, soit 35,5 millions d'électeurs, ainsi que les assemblées et les exécutifs de 12 des 17 régions autonomes, soit plus de 18 millions d'électeurs qui sont concernés par ce deuxième vote. Les premiers résultats sont attendus vers 20h heure GMT. En Turquie, l'électorat était lui aussi appelé aux urnes ce dimanche pour le second tour des présidentielles. Selon la commission électorale suprême turque, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est en tête du second tour de ces présidentielles après le décompte de plus de 97% des voix. Erdogan est en avance sur le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu, avec plus de 52% des voix contre près de 48%. La commission électorale suprême attend la fin du dépouillement de tous les votes avant l'annonce officielle du vainqueur, a précisé le responsable, notant que le taux de participation a dépassé les 85,50%. Sous nos cieux, le temps s'annonce plutôt frais en ce début de semaine. Des averses orageuses continueront de guetter les Hauts et Moyen Atlas, le sud de l'Oriental et localement sur le sud des provinces sahariennes. La pluie sera également de la partie demain avec quelques gouttes éparses attendues sur la région de Tanger et du Locos. Un mot de sport avec la clôture du concours officiel de saut d'obstacles 3 étoiles de la Garde royale, organisé par la Garde royale sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le point d'orgue de la compétition, c'était cet après-midi avec la remise du prestigieux Grand Prix Sa Majesté le roi Mohammed VI au cavalier Majid Jaidi, prix remis des mains de Moulay Abdullah El Alaoui, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. L'événement a connu la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Elle est l'une des plus grandes figures emblématiques de la mode et son nom retentit comme une signature. Fadela El Gadi nous propose une immersion dans son univers personnel, une exposition qui retrace la vie de cette styliste de renom et donne à voir une belle collection de ses modèles iconiques et intemporels. Wissal Mghari et Hamza Sayah ont assisté au vernissage à Rabat. Le commentaire est signé Maria Awad. C'est une immersion au cœur de l'intime que nous offre Fadela El Gadi, icône de la mode des égéries des plus grands créateurs, notamment Yves Saint Laurent ou encore Chris Romain. Avec sa chevelure désinvolte, elle raconte son histoire, en partageant avec le public les clichés de sa jeunesse, tout en exposant les pièces incontournables de ses collections. Un style dépouillé et élégant qui fait de Fadela El Gadi une véritable ambassadrice de la mode marocaine. J'ai toujours rêvé d'un grand événement comme ça qui soit fédérateur autour de la broderie,
Donc il y a cette rétrospective qui un peu trace un peu mon parcours. Et on voit beaucoup de photographies de photographes avec qui j'ai travaillé. Chris Romain, Milani Albaz, Christian Mamoun, voilà, ainsi que des objets de mon atelier. Cette rétrospective, elle nous emmène un peu dans l'univers de Fadel Al-Gadi. On ne parle pas uniquement de ses modèles, on parle de son univers créatif. On sait que Fadel Al-Gadi est une femme qui a énormément de goût, qui a un goût très très sûr, qui adore les arts de la table, qui adore la décoration, qui adore toutes ces choses-là. Donc le spectateur ou la personne qui vient visiter l'expo est invité à déambuler un peu dans cet univers entre son atelier, son univers un peu intime, ses créations. Visionnaire, Fadel Al-Gadi l'est assurément, mais au-delà de l'icône, se mure une femme discrète qui met en lumière les artisans et les petites mains de l'ombre. M'allem, brodeuse, tisseuse, tous participent à faire entrer Fadel Al-Gadi dans le panthéon de l'histoire. Cet événement met en lumière le fabuleux parcours artistique de Fadel Al-Gadi et sa passion dévorante pour la mode, les tissus et l'art de vivre. Déjà lorsqu'elle était enfant, elle adorait créer et inventer un univers merveilleux fait de broderies et de fils d'or. Elle était fascinée par le travail des m'allem et des artisans. Une rétrospective tout en élégance pour découvrir ou redécouvrir sous un angle nouveau la discrète égérie de la mode marocaine, muse des plus grands, mais aussi marraine d'exception de toutes celles et ceux qui œuvrent dans l'ombre des projecteurs. De l'art toujours sur nos murs, cette fois-ci avec le lancement à Rabat de la 8e édition de Jidal Street Art Festival. 9 fresques murales habilleront les rues et les quartiers de la capitale. Des œuvres d'art signées par un collectif de jeunes talents. Perchée à plus d'une dizaine de mètres, l'artiste Mariam Benkiren peaufine sa fresque murale monumentale. Avec patience et précision, elle enchaîne les coups de pinceau. Bientôt, cette nouvelle œuvre ornera ce boulevard de Rabat. Une fresque qui a dû composer avec les contraintes du support artistique. J'ai dû faire avec la présence d'une barre centrale sur le mur. Je peins des formes géométriques en couleurs. Je m'inspire de l'architecture, des villes et de la vie de tous les jours. Je suis ravie de prendre part à cette expérience. Pour sa 8e édition, le festival Jidal de Rabat présente des œuvres figuratives et d'autres abstraites. Un événement qui vise à mettre en lumière les cultures urbaines à travers leur diversité et leur singularité. La nouveauté cette année est l'organisation de visites guidées au profit de la population de Rabat. Nous voulons nous rapprocher des habitants, leur montrer les fresques réalisées lors des précédentes éditions, selon un circuit précis. En plus, c'est l'occasion pour les visiteurs de connaître notre travail. Au cours de ces différentes éditions, le festival Jidal a contribué à donner un nouveau visage à la capitale, avec plus d'une centaine d'œuvres artistiques des plus grands artistes marocains et étrangers. Il contribue ainsi à ouvrir de nouveaux horizons au public et à favoriser les conditions appropriées aux artistes afin d'exprimer leurs idées. Un vrai musée à ciel ouvert. Sachez que le festival a pris fin aujourd'hui dans la capitale. Et la grand-messe du 7e art mondial s'est clôturée hier à la Croisette. La palme d'or de cette 76e édition du Festival de Cannes a été décernée à la réalisatrice française Justine Triet pour son film Anatomie d'une chute. Justine Triet, 44 ans, devient la 3e réalisatrice sacrée de l'histoire du Festival de Cannes. Après Jeanne Campion et Julia Doucourneau, le cinéma marocain est notamment représenté lors de cette 76e édition du Festival de Cannes par la réalisatrice Mariam Touzani qui a été membre du jury de la compétition officielle. On retient aussi la présence du cinéaste Fawzi Ben Saidi à travers son long métrage Désert. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21 h, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula.